Entrons tout de suite. Vous m'entendez bien? Là, ça va? Bien. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler Bipluit Urban Fantasy, le renouvellement du genre fantastique, qui est quelque chose qui me tenait à cœur quand je me parlais avec Marie-Charlotte Delmas, parce qu'il me semble que là, nous sommes dans une période où à nouveau de changement. Parce que bon, le genre fantastique, évidemment, c'est sans doute le plus ancien de tous, hein, parce que les hommes se sont toujours racontés des histoires de revenants, des histoires de créatures extraordinaires, de lieux étranges, d'hommes au pouvoir incroyable. Ça a toujours été. Cette littérature, c'est du fantastique, qui ont fait ses lettres de noblesse au XIXe siècle, hein, en Angleterre, en Allemagne, en France et aux États-Unis. Puis il faut bien le reconnaître, ce sont surtout les pays anglo-saxons qui ont été les terres d'élection du genre. Il a perduré au XXe siècle, toujours principalement dans les pays anglo-saxons, et il a connu un renouveau, pour ne pas dire un coup de jeune, grâce à la littérature vampirique, et en particulier à celle qu'on a appelée la biblite, ce terme anglais qui a été créé en France. Depuis les années 70, en effet, existait dans les pays anglo-saxons un sous-genre de la littérature dite de romance, c'est-à-dire la littérature romantique, et qui était tournée donc vers un lectorat féminin plutôt jeune, et ensuite qu'on appelait la chicklit, hein, d'après le terme familier chick qui désigne une jeune fille dans l'argot américain. Et suite à un voyage aux États-Unis, c'est une employée de la maison d'édition Bragelonne qui avait découvert ce nouveau genre, donc la littérature vampirique pour jeunes femmes, avec toujours une histoire d'amour, et c'est elle qui a créé de toutes pièces le terme bite, de bite, mordre, et de littérature. Le mot a connu un succès très mérité, il est passé dans le langage courant. Donc nous parlons là avec la bite d'une littérature de vampires, de romans d'amour avec des héroïnes, et c'est une littérature qui a renouvelé le genre avec un succès immense. Hein. Pendant quelques années, la bitlite, ça a marché du tonnerre de Dieu. Il faut dire que d'une part, la créativité et l'inventivité des auteurs, qui sont toutes des femmes, et sans aucun doute la clé de ce succès qui a modifié de façon durable l'image traditionnelle du vampire et accessoirement celle du loup-garou, parce que très souvent on mélange les deux, le vampire donnant l'image de la créature sophistiquée, le loup-garou celle de la créature plus primitive en général, parce que bien entendu il y a toujours des exceptions. Donc comme je vous disais, c'est un succès, le succès de ce sous-genre a été immense. Il y a des dizaines de séries existantes et ce sont pour moi toutes les variations qu'on peut trouver à l'intérieur qui font toute la richesse de ces univers qui en fait, quand on les analyse, sont toujours basés sur un ressort très simple de ce qui est la littérature populaire traditionnelle. Hein. On a une jeune femme qui tombe amoureuse de l'homme qu'il ne faut pas, ou qui fait face à un choix impossible entre deux hommes. C'est vraiment aussi basique que ça. Et dans la bitlite, le principe de base, c'est que nous avons toujours affaire à une héroïne qui peut être totalement humaine, comme Bella dans Twilight, hein, ce que vous voyez, donc le premier volume de Twilight, le succès de Stéphanie Meyer. Comme Helena dans la série à succès Journal d'un vampire de Lisa Jane Smith, donc vous voyez ici, ou encore avoir des pouvoirs particuliers comme Suki Stockhouse dans ce troisième succès planétaire qui a été La Communauté du Sud de Charlene Harris, qui est passé aussi à la télé sous le nom alternatif de True Blood. Donc nous trouvons, on voit bien les images, hein, elles s'affichent bien à chaque fois. Oui, oui. Nous trouvons donc aujourd'hui des vampires qui vivent dans leur siècle, qui sont en jean et en t-shirt ou en costume 3 pièces d'hommes d'affaires. Ils sont souvent penchés sur leurs ordinateurs. Non seulement ils peuvent supporter le soleil sans être gravement brûlés ou tués, mais ils peuvent être aussi tout à fait indifférents aux signes religieux. Si l'on n'y croit pas, ils ne fonctionnent pas, ou sensibles seulement à ceux de la religion dans laquelle ils avaient été élevés lorsqu'ils étaient humains. Quant à leur régime alimentaire, il est devenu très éclectique.
Hein. Certains vampires peuvent se nourrir de sang animal ou de sang humain, ils boivent du sang en poche, ils boivent même du sang artificiel, ils peuvent absorber des liquides autres que le sang, par exemple de la bière, et surtout beaucoup de vampires sont amateurs de bon vin. Et les vampires épicuriens peuvent même déguster en plus de vrais repas, soit pour le plaisir, soit comme substitut, comme complément de leur régime qui est à base d'hémoglobine, normalement. Le seul point qui ne change guère par rapport aux vampires traditionnels, c'est qu'ils doivent dormir le jour ou au moins faire une bonne sieste. Et donc le socle de la Bite-Vite, comme je le disais plus tôt, c'est une histoire d'amour. Alors dans les séries, là il faut distinguer, d'une part, dans les séries pour adolescentes, il y a des émois qui sont plus simples, mais tout en étant aussi douloureux que chez les adultes. Donc la question toujours c'est puis-je aimer ce garçon, dois-je l'aimer, et jusqu'où puis-je aller. Hein, par exemple, Cally dans la série Vance de Nancy Collins tombe amoureuse de Peter Van Helsing, qui comme son nom l'indique est un chasseur de vampires, fils de chasseur de vampires, petit-fils de chasseur de vampires, arrière-petit-fils de chasseur de vampires. Comme on est vampire, ça pose évidemment un cas de conscience. De même, Rose, dans Vampire Academy de Richard Mead, adore son tuteur Dimitri, mais c'est un amour impossible puisqu'ils sont tous les deux gardiens et protecteurs de leur maître Moroi, et il ne faut pas en plus négliger le fait qu'il va être transformé en Strigoi, c'est-à-dire en un de ces vampires noirs qui menacent leur maître. Donc là aussi, quand même, problème. Dans les séries pour jeunes adultes, la situation se complique. Il s'agit le plus souvent d'un choix impossible entre deux soupirants. Alors, un soupirant humain, l'autre surnaturel. Par exemple, dans l'excellente série Vicky Nelson de Tanya Huff, celle-ci hésite entre Henry, qui est un beau vampire anglais très distingué, et Mike Cellucci, qui est un beau policier italo-américain nettement moins distingué. De même, ou alors, l'histoire d'amour est très difficile, insistant souvent, comme je viens de le faire remarquer, sur la différence d'éducation entre les vampires, qui sont des créatures anciennes, à l'éducation d'un autre âge, considérant encore les femmes comme des petites choses fragiles qu'il faut absolument protéger et posséder. C'est le cas, par exemple, du très distingué professeur Mathieu Clermont, vampire issu d'une très vieille famille aristocratique française, dans le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Et là, évidemment, c'est le genre de choses qui passent très mal avec nos héroïnes, qui le plus souvent sont des femmes modernes, des femmes libérées, qui ont un travail, et le plus souvent d'ailleurs un travail qui implique la maîtrise d'un certain nombre d'armes et de techniques de combat plus ou moins sophistiquées. Mais bon, il faut bien reconnaître que la créativité des auteurs et des séries de Bite-Vite commence à s'épuiser un petit peu en ce qui concerne l'aspect proprement vampirique. Ah, excusez-moi, comme d'habitude. Voilà. Donc, comme je le disais, cette créativité semble commencer à s'épuiser un petit peu, comme d'ailleurs aussi l'intérêt des lecteurs, bien que certaines séries soient encore excellentes, comme par exemple, je ne résiste pas au plaisir de la citer parce que je la trouve remarquable, c'est la toute récente Le sang du roc de Jerry Smith Reddy, qui est tout à fait créative avec cette idée de vampire qui reste coincé psychologiquement dans l'époque à laquelle ils ont été transformés et donc ne peuvent pas évoluer. Et là, on a affaire qu'à des musiciens, donc c'est absolument remarquable. Et en plus, les bandes-son des livres sont excellentes pour les amateurs des différents genres de musique américaine. Alors, en fait, pour essayer de remédier à cette lassitude, donc, soit les séries mêlent allègrement des créatures de la nuit de toutes sortes, faisant appel aussi à différentes mythologies. Le plus souvent, d'ailleurs, on constate que c'est la mythologie grecque, sans doute parce que c'est l'un des fondements de notre culture, de notre éducation, celle qui parle le plus à la majorité des lecteurs et lectrices. Mais il faut dire aussi que les auteurs développent des séries qui sont centrées sur d'autres créatures. Alors, bien entendu, il y a les loups classiques,
Donc comme dans la série d'Andreas Kremer, Nightshade, où là on suit les aventures de loups-garous et de leur meute, ou encore Patricia Briggs, grand auteur bien connu de beat lit et de fantasy, avec la série Alpha et Omega. Mais il faut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui les démons sont devenus très à la mode. Alors, un exemple, c'est par exemple la très drôle série Morgan Kingsley de Jenna Black, où c'est une exorciste qui est possédée par un démon. Bon, ça permet comme ça, dont elle tombe amoureuse, bien entendu, donc ça permet comme ça de faire des variations amusantes. On a aussi, par exemple, la série Jill Kismet de Lilith Synchro, où là, Jill Kismet est une chasseuse de démons qui manie le sabre, qui est une des armes favorites des héroïnes de ces séries. On a plus récemment la série Ange déchu de J. Howard, qui là est plus curieuse, puisqu'il s'agit, Dieu commence à être fatigué de la lutte éternelle entre le bien et le mal, donc il a décidé qu'il était temps d'en finir et que l'un des deux côtés gagne. Donc cette lutte éternelle